Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des Meetup Exteam. Donc c'est un Meetup Guilde Projet. Donc après vous avoir parlé des néobanques et de notre Meetup en début de l'année que j'avais animé et que j'ai oublié déjà. Donc on va vous parler aujourd'hui des chatbots. Donc on va tout de suite passer au programme du jour, de ce qui nous attend. Donc on va parler un petit peu du concept, des avantages, des inconvénients, à quoi ça sert. Voilà, quelles sont les opportunités, quels sont les différents types de chatbots, et puis on va aller un peu en entreprise et voir quelles sont les étapes, on va dire, classiques de mise en place d'un chatbot en entreprise. Donc ça c'est quelque chose de plutôt pratique, et on va parler de cas d'utilisation. Donc j'ai un exemple de chatbot chez EDF. Donc un mailbot chez EDF que je pourrais vous présenter, et si on a le temps et puis si ça vous intéresse, j'ai un autre exemple chez BNP d'un autre chatbot Skype, où on a toute la méthode, tous les devis fournisseurs, voilà, on pourra voir tout ça à la fin si on a le temps, je pense qu'on aura. Voilà, donc juste avant de commencer, donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse un minimum. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du chatbot, qui ont déjà travaillé sur un projet comme ça, qui ont déjà mis en place un chatbot ou dans vos entreprises? Pas du tout. Donc en fait, donc si on passe à la définition, donc c'est la contraction de deux mots tout simplement. Donc bot pour robot, hein, tout simplement, et chat pour le chat. Donc c'est un robot qui parle. Donc il y a chat parce que c'est l'usage, on va dire, classique, et on passe par la voix ou par le texte la plupart du temps, et puis des fois on utilise d'autres fonctionnalités comme la géolocalisation par exemple. Donc un chatbot, c'est tout simplement une interface utilisateur, une interface avec laquelle un utilisateur peut communiquer, et donc qui utilise derrière un certain nombre d'informations, par exemple une suite logique, une séquence de dialogue, par exemple de l'intelligence artificielle, des émotions fabriquées, pour vous répondre. Donc on va aussi voir un peu comment se décompose en fait le chatbot. Et puis je pense qu'on est la génération des millennials, c'est les gens qui ont entre 20 et 38 ans. C'est notre cas, je pense. Non, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais notre génération, je pense qu'à 60%, on a tous déjà utilisé un chatbot ou a été confronté à ça. C'est ce que les études montrent pour les pays occidentaux. Alors, donc rapidement, à quoi peut servir un chatbot pour l'entreprise? Premièrement, donc un chatbot, ça n'a pas besoin d'humain pour fonctionner, donc c'est autonome, ça a besoin d'électricité, quoi. Il y a besoin d'y avoir le courant dans les serveurs pour que ça marche. Donc ça permet d'augmenter la disponibilité de notre service qui utilise un chatbot. C'est pas 8h 16h, quoi. C'est pas la mairie ou la préfecture, donc ça permet d'augmenter le temps de disponibilité en face. Donc ça c'est quand même très intéressant, à un coût très faible, hein. Le coût, c'est le stockage un peu qu'on consomme, éventuellement l'électricité, la maintenance, mais il n'y a pas d'humain derrière, quoi. On paye pas des gens en heure de nuit, quoi, pour faire ça. Donc ça c'est un point qui est très important.
Ensuite, ça permet de réduire les temps de réponse. Donc au lieu d'avoir par exemple un call center avec des gens qui répondent à des demandes clients toute la journée, donc forcément si vous n'avez pas si vous avez personne en face, vous attendez. Donc votre temps de réponse est estimé à 10 minutes. Voilà, on a tous entendu ça. Là, ça permet de réduire les temps de réponse parce que c'est juste limité par, on va dire, la puissance de la machine, mais par définition on peut répondre à tout le monde en même temps, donc sans délai quoi. Le seul délai qu'il y a, c'est le délai d'analyser votre message et derrière de renvoyer quelque chose. Ensuite, je fais par la suite une espèce de cartographie des processus pour voir à quel moment on met en place des chatbots et à quel moment on laisse l'humain gérer. Et en fait, on s'aperçoit que les chatbots, ils sont souvent en place pour des processus un peu de support et pas les process de pilotage ou des process de métier. C'est-à-dire, on est sur des choses à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire des choses de support, des choses qui se répètent, et des choses tout le temps la même chose. Et donc, ça permet à ce qu'on décharge nos salariés de toutes ces tâches un petit peu rébarbatives qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui ne sont pas intéressantes. En fait, de répéter à un utilisateur tout le temps la même chose, la même procédure de support, c'est chiant, c'est-à-dire de tout le temps dire allez-y, il faut redémarrer, etc. Ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est pas très intelligent. Voilà, ça saoule les gens. Donc nos salariés qu'on forme pour être intelligents, pour pouvoir employer les meilleures méthodes, etc. On préfère les utiliser pour des activités à une plus grande valeur ajoutée, comme la conception, comme la vente, le marketing, la communication, etc. C'est des choses qui ont quand même beaucoup plus de valeur ajoutée, le management, la gestion, etc. Ensuite, il y a le dernier point, c'est d'augmenter le niveau de qualité des réponses. Donc ça va dépendre aussi de la qualité de notre paramétrage, à quel point notre paramétrage il est minutieux. Et voilà, donc quand c'est l'humain qui répond, l'humain il peut toujours se tromper. Mais quand c'est un robot, le robot va toujours donner la même réponse à une requête. Donc si on l'a bien paramétré, il n'y a aucune raison qu'il se trompe. Salut Emna. Bonjour Juva. Comment vas-tu? Ouais, t'es en forme? Super, oui. Quand tu parles de paramétrage, tu parles d'analyse sémantique ou Alors quand je parle de paramétrage, c'est par exemple si tu as telle question, il faut donner telle réponse. Si tu reçois par exemple tel mail, si tu reçois tel mail, avez-vous payé ma facture, il faut donner telle réponse. Par exemple, c'est ça le paramétrage. Justement, c'est la sémantique. Il analyse la sémantique de... Il analyse, on va voir comment ça fonctionne, mais oui, en fonction de la phrase, en fonction du contexte, il va essayer de trouver la réponse, la meilleure réponse à te donner, s'il l'a. Et s'il l'a pas, il va soit suggérer une escalade, enfin il y a plusieurs façons de fonctionner, mais en tout cas si tu donnes une question, en gros il va aller chercher dans sa base de données la question qui ressemble le plus quoi à ça. Du coup, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur parce que c'est paramétré justement. Donc, tu ne peux pas avoir une réponse, enfin même dans le calcul, à supposer qu'il sache, qu'il puisse penser savoir la réponse à apporter. Oui. La réponse à apporter, elle ne sera pas forcément tout le temps exacte en fait. Ah oui, moi le Siri il se trompe 3 fois sur 4. Hein. Moi, quand je demande un truc à Siri, 3 fois sur 4 il se trompe. Et après c'est avec l'entraînement du truc que tu vois les robots ils sont
plus ou moins performant. En entreprise, quand tu vas mettre en place un robot, ça va être toujours sur un scope qui est réduit, qui est très limité. En fait, on a toujours en tête les robots type intelligent, tu vois, mais un chatbot, c'est pas forcément ça. C'est par exemple quand vous appelez et puis on vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3, ça c'est un chatbot et c'est guidé et ça se trompe jamais. Donc en fait, il n'y a pas un seul type de chatbot possible. Ça attend pas de paramètres. Ça attend juste l'appel en fait, il n'y a pas d'analyse sémantique. Non, il n'y a pas toujours de l'IA dans un chatbot. Mais il peut y en avoir. Donc c'est un chatbot simple, il n'y a pas d'IA dedans. Après, on en met pour des choses un peu plus poussées. On verra. J'ai l'impression qu'il a bougé tout seul, non? En tout cas, dans le principe de fonctionnement, donc il y a une interaction avec l'utilisateur. Soit on écrit un mot, on fait une sélection, soit vocal si c'est une messagerie, ou les boîtiers Alexa, on dit allumer la lumière, etc. Et donc on peut s'appuyer aussi sur des localisations GPS, etc. Donc ces robots, on va dire, ils sont plus ou moins perfectionnés et puis ils apprennent aussi s'ils peuvent avec le temps, parce que le principe de tous ces chatbots, c'est d'avoir un reporting derrière, et puis les personnes qui administrent les chatbots, on va le reparamétrer pour que la prochaine fois il donne une meilleure réponse, tout simplement. Alors, donc quelques chiffres pour montrer en fait que le sujet il est plutôt en expansion. Donc les bots les plus simples qu'on retrouve souvent, c'est les bots sur Messenger, parce que là il y a des milliards d'utilisateurs dans le monde. Moi le dernier bot que j'ai utilisé, c'est quand il y a eu le grand débat. Je sais pas si vous avez fait le grand débat. Quelqu'un a fait le... Il n'y a personne ici qui a fait le grand débat de Macron. Macron avec... Ouais. Marine Le Pen. Non, c'est pas français, non. Toi, tu as fait le grand débat en Tunisie, quoi. Ouais. Lequel le grand débat? Bah, le débat après les Gilets jaunes. Président avec Marine Le Pen, non. Après les Gilets jaunes, il y a eu le débat national. Où il fallait aller à la mairie, faire des réunions, etc. Ça, il n'y a personne qui a fait ça. D'accord, bon, ben, pourquoi pas. Et en fait, il y a eu un chatbot sur Messenger pour le grand débat. Et donc, tu reçois un message, choisissez un thème, démocratie, impôts, voilà, sur les 4 thèmes, tu choisis un thème. Ensuite, sur les réponses, tu mets de 1 à 4, et puis tu avais un petit bout de truc pour faire du texte. En fait, tu étais tellement guidé que c'est impossible de se tromper. Là, il y a énormément de chatbots qui sont lancés sur Facebook. Ensuite, en 2016, il y a 80% des applications téléchargées sont des applications pour s'envoyer des messages. Donc ça montre juste que en fait les utilisateurs et une autre génération sont énormément en interaction avec leur smartphone. Ensuite, les chatbots ont plutôt une bonne image parce que c'est pas toujours. Il y a beaucoup de chatbots simples où on est guidé, où on arrive au résultat. Donc globalement, on estime que c'est un marché en expansion et que
Voilà, il y a plusieurs milliards qui sont prévus pour les 5 prochaines années, que le chatbot permet à des entreprises de faire beaucoup d'économies, notamment en personnel, donc en heures payées. Voilà, donc on est sur un marché globalement qui est en pleine croissance. Alors, donc on arrive à la partie donc processus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en gros, dans une entreprise, pour que ça fonctionne, et donc si on regarde la cartographie des processus d'une entreprise, donc là en partant des besoins clients vers les besoins satisfaits, il y a 3 niveaux de processus. On a les processus métiers. Les processus métiers, c'est les processus qui apportent de la valeur ajoutée au client final. Donc c'est voilà, concevoir, produire, vendre, transformer, livrer, etc. Donc ça c'est les processus métiers, c'est voilà, soigner, enfin bref, c'est tout ce qui apporte de la valeur ajoutée au client final et donc qui permet de rentrer de l'argent. Donc ça c'est vraiment les process les plus importants dans une entreprise. Ensuite, les process de pilotage, c'est tous les processus qui permettent de s'assurer que mon business il est pérenne dans le temps. Donc c'est par exemple se développer sur des nouveaux marchés, faire des partenariats, lancer de nouveaux produits, fidéliser les clients existants. Donc en fait là on est sur le fait de solidifier son empire et de s'assurer que l'entreprise perdure. Donc c'est des process qui rapportent pas forcément de l'argent tout de suite, mais c'est des process qui permettent à l'entreprise de toujours exister. Donc c'est aussi des processus très importants. Les processus support, c'est tout ce qui permet à l'entreprise de bien fonctionner en interne. Donc gérer les ressources humaines, gérer ses finances, le système d'information, etc. Donc c'est tous les processus qui supportent, on va dire, les autres. Donc si je suis par exemple sur la RH, quand je fais de la RH, quand je forme bien mes salariés ou quand je leur mets un baby-foot, je suis en train de dépenser de l'argent, de faire de l'activité, du processus, mais je ne crée pas forcément de l'argent pour le client final. Donc c'est des processus qui sont importants mais qui n'ont pas forcément la même valeur monétaire nette vis-à-vis du client et de l'entreprise finalement. Donc quand on regarde les processus qui sont, on va dire, automatisés et donnés à des chatbots, c'est plutôt des processus support au début. C'est-à-dire on ne prend pas le cœur de métier de l'entreprise et on met un chatbot, quoi. C'est-à-dire on garde quand même le contrôle sur les process métiers. Pour l'instant, c'est une technologie, on va dire, nouvelle. Et que voilà, on ne maîtrise pas forcément tous les aspects tout de suite et on le voit bien. Donc on est principalement sur le processus support et sur les autres processus ça commence à venir, on va dire, sur la vente, etc. Donc là c'est juste pour voilà, comprendre qu'au début on met le focus sur la partie processus support pour mettre en place des chatbots. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc sinon on va passer oui. Du coup tu dis on commence par le niveau support. Ouais. C'est un sous-entend qu'on finira sur d'autres. Oui, je pense que enfin moi je me mets à la place j'en sais rien, d'un chef d'entreprise. Voilà, on parle d'un chatbot qui est sur le cloud et qui permet d'optimiser un peu les activités. Je ne dis pas tout de suite de le mettre sur les bijoux de famille, je ne dis pas tout de suite de le mettre sur les process les plus critiques de mon business, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on commence à tester le truc, à l'éprouver, à le rendre le plus efficace sur des processus support qui, même si
même s'il y a un plantage, même s'il y a un souci quelconque, bah, ça reste du support, quoi. C'est pas les process les plus critiques. Après, c'est juste une observation. C'est juste de la prudence. Ils font de l'enchère aujourd'hui. Comment? Des enchères. Ouais. Je pense qu'il y a des sites où on peut faire des enchères avec des chatbots. Je pense que maintenant, c'est sûr que comme il y a beaucoup de gens qui arrivent, on est sur des process support. Après, sur plusieurs business, c'est arrivé à d'autres couches, ça c'est sûr. Par exemple, quand tu parles d'enchères, pour moi les enchères c'est clairement du processus métier, quoi. C'est clairement du process, on n'est pas sur le support, quoi. C'est le côté du site d'enchères, c'est de faire les enchères. Voilà. Donc c'est pas une règle générale, mais quand on regarde les chiffres, voilà, quand on regarde les chiffres, c'est juste que voilà, on voit qu'on est quand même beaucoup sur des process support, quoi. En fait, simplement. Enfin, en soi, pour le processus support, j'en vois l'utilité, sauf que oui. Il y a une différence entre par exemple un bot ou un chatbot. Pour moi, un chatbot, c'est comme tu le dis, c'est une interface entre un humain et une machine. Oui. Du coup, c'est, mais enfin, j'arrive mal à l'imaginer en fait dans un processus de pilotage. Tu vois, là où je dirais plus une intelligence artificielle pure ou plutôt un chatbot. Enfin, je vois pas. Enfin, si j'avais un exemple, tu vois, de chatbot qui serait utilisé dans un processus de pilotage ou de métier. Le AE. Ce serait peut-être plus. Les évaluations en fait, tu peux le mettre dans le chatbot. Des quoi? Les EAE, l'évaluation annuelle en fait. Okay. Tu peux communiquer parce que tu as des objectifs déjà prédéfinis. Mais ça reste du support. Ça reste des process support. Vous avez fait les EA avec ça. Après, on reste sur les process support là. Mais je pense que ça existe, par exemple, dans la vente. Vendre, c'est un processus métier. C'est un métier de vendre. Tu as peut-être dans un magasin des machines qui parlent avec toi. Mais c'est vrai que c'est jamais 100% de l'activité. Tu as toujours quand même un vendeur à côté au cas où. Tu vois, c'est quand même. Je comprends la prudence autour de ça. Tu vois, quand on est sur des process critiques, peut-être que dans 10 ans, ça va. Voilà. Comment ça a déjà commencé? L'apprentissage, ça a déjà commencé. Les programmes qui apprennent tout seul. Oui, non, mais c'est sûr. C'est le fameux intelligence artificielle forte. Bah, justement, puisque tu parles d'IA forte, voilà on va dire les différents niveaux d'IA qu'il peut y avoir dans des chatbots, en commençant par un bot simple, en gros, qui répond toujours la même chose aux mêmes questions. Donc chatbot, il y a un peu plus de paramétrage, on va dire, derrière. Et on arrive sur des IA fortes, donc avec de l'intelligence artificielle, assistant personnel, etc. Après, on parle un peu de ça, de comment notre chatbot finalement il est décomposé, quelles sont les couches d'architecture classique, on va dire, d'un chatbot. Donc, l'interface utilisateur, user interface. Donc l'interface utilisateur, c'est, on va dire, la façon dont on va interagir avec le chatbot. Ça peut être l'interface de Messenger quand on est sur Messenger, ou alors pas d'interface quand c'est la voix, notre téléphone quand c'est une messagerie, etc. Donc il y a une couche qui va faire, on va dire, cette interface avec l'utilisateur comme une application finalement. Il y a le back-office, donc le back-office c'est comme pareil, c'est le moteur en fait qui va traiter les informations. Et il y a une couche supplémentaire qu'on appelle donc traitement automatique du langage naturel. En fait, ça c'est ce qui va permettre en partant on va dire du contexte, de l'intention de l'utilisateur, de qui parle, ramener les informations au back-office. Il y a un schéma qui est plus détaillé ici.
Donc on retrouve les mêmes couches, interface graphique, back-office au milieu et le moteur de langage naturel. Donc en gros, le process c'est quoi? Il y a un utilisateur qui dit quelle heure est-il? Donc l'entité c'est l'entité c'est l'utilisateur, c'est où est-ce qu'il est, etc. L'intention de l'utilisateur, l'intent, c'est, on va dire, qu'est-ce qu'il veut. L'intention c'est l'heure. L'intention c'est qu'est-ce que le chatbot doit réaliser. Et le contexte, par exemple, si on est au Brésil, on ne va pas donner la même heure que si on est en France. Donc le contexte, c'est un ensemble d'informations que le chatbot va utiliser pour donner la bonne réponse. Le prompt, justement, c'est la réponse qui est donnée par le chatbot et donc il l'envoie à l'utilisateur à travers l'interface graphique. Donc ça c'est juste, on va dire, un découpage très macro d'architecture, mais c'est aussi pour capter la terminologie. Donc c'est aussi, voilà, pour vous de capter la terminologie qui est utilisée quand on fabrique, quand on conçoit des chatbots. Donc on a toujours l'intention, donc que veut l'utilisateur, l'entité, donc c'est quoi l'entité, c'est quelle personne qui parle, etc. Le contexte, donc où nous sommes, voilà, l'heure, l'endroit, le lieu, est-ce qu'on est à dehors, est-ce qu'on est à la maison pour le cas d'Alexa, est-ce qu'on est voilà, dans quel pays, sur quel fuseau horaire, bref, tout ça. Et ensuite le reste, c'est ce qui va capter ces messages, donc le moteur de langage naturel qui va les donner au back-office, qui ensuite va donner une réponse qui sera transmise via l'interface graphique, et l'interface on appelle ça prompt, d'accord? Donc c'est les réponses que donne le chatbot. Donc voilà pour l'architecture, on va dire, globale. Oui. Au niveau de NLU ou au niveau du BO oui. Je veux savoir, est-ce que à quel niveau il fait le machine entre ce qui est donc en entrée, oui, et ce qu'il a dans la base? C'est au niveau du back-office. D'accord. Et le NLU, c'est lui qui fait le parti. Exactement. Par exemple, si je parle, le NLU, c'est ça qui va transformer ça en, on va dire, en bit, en phrase, quoi. Voilà. Et donc le back-office, comme pour une appli, c'est lui qui porte l'intelligence de l'outil et qui va discuter avec les données. Là, on va aller un peu plus sur de la méthodo. Donc, on va dire, si on avait un projet à mettre en place de chatbot, quelles sont les phases classiques de mise en place de ce projet, tout simplement. Okay. Donc ça, en fait, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est pas la même approche de mettre en place un bot simple qu'un bot qui est plus avancé, parce que un chatbot simple, ça n'évolue pas et ça, en gros, vous paramétrez un certain nombre de réponses et puis lui, il va les chercher et ça n'évolue pas dans le temps. Et on peut aller à des choses un peu plus complexes. Soit avec du machine learning ou de l'intelligence artificielle, soit en branchant à des sources aussi externes. Donc ensuite, il faut qu'on va arriver on va dire aux tâches projet classiques. Un élément quand même important avant de se lancer dans ce genre de chantier, c'est que il y a, par exemple, dans des cas, on dit voilà, on va faire un chatbot pour faire un chatbot. Ça, c'est pas très intelligent. C'est comme dans le cas du big data. Quand on fait un chatbot, c'est pour répondre à une problématique spécifique. Par exemple, j'ai
plein de gens qui raccrochent et qui n'ont jamais eu de réponse, j'ai un taux de satisfaction qui est mauvais, etc. Il faut que ça réponde à une problématique spécifique, parce que c'est quand même une charge de paramétrage qui est importante, et si le scope n'est pas clairement défini, ou alors si on n'est pas sur le bon scope, on va mettre plus de temps à le paramétrer que le bénéfice qui va rapporter. C'est toujours un rapport effort versus bénéfice. Si on dépense plus d'argent à le fabriquer qui nous rapporte à faire des économies, c'est pas très intelligent. Donc dans l'ensemble, on va collecter un certain nombre d'informations de contexte. Donc si on est sur un chatbot finance par exemple, on va regarder quels sont les outils, quels sont ce qu'on appelle les informations nécessaires. Et puis quelles sont les interactions possibles, ou en tout cas on va étudier quelles sont les interactions qui reviennent le plus souvent. Alors ensuite, si on prend le cas, donc là on se met dans le cas du robot intelligent. Donc le chatbot intelligent, c'est un chatbot qui apprend tout seul. C'est-à-dire qui, à mesure d'entraînement, il devient meilleur qu'il ne l'était avant. Donc, on va dire, il y a des algorithmes de deep learning, de machine learning qui peuvent être incorporés là-dedans. Donc, comme Siri, c'est vraiment on va dire les chatbots les plus connus dans ce cas-là, parce que c'est quand même beaucoup de moyens et une organisation particulière. Moi je travaille chez BNP depuis des ans, je connais personne dans la boîte qui fait du deep learning, qui se passionne sur ces sujets-là, donc il faut aussi avoir les compétences pour le faire. Donc si on est sur un robot intelligent, plus le robot répond à des questions, plus il capte le feedback de l'utilisateur. Ça lui permet d'apprendre, d'être plus performant par la suite, donc grâce à machine learning et big data. Donc maintenant le cycle un peu le cycle de vie du chatbot. Donc c'est un peu le cycle en V du chatbot finalement. En termes de méthodo, on part toujours des besoins, requirements, et puis on fait les spécifications, l'architecture, on paramètre le chatbot, on déploie, et puis il y a une phase de monitoring qui est importante, parce que le chatbot en fait il va nous faire des reporting et il va nous donner tous les cas où on n'a pas donné de réponse par exemple. Donc si vous avez un chatbot à mettre en place, prenez ce cycle en V classique, et voilà, vous pouvez commencer à prendre cette méthodologie. Donc en gros, on est sur un cycle en V, le classique. Le seul truc qui change, c'est le fait d'entraîner le moteur, parce que il ne faut pas négliger la phase de test. Voilà, faut vraiment pas négliger la phase de test. Moi j'ai raccroché plusieurs fois, surtout sur les trucs où on te dit exprimez nettement votre demande. C'est jamais. Ça m'arrive souvent de raccrocher sur des serveurs vocaux j'en sais rien, EDF, SFR, parce que ils comprennent pas quoi. C'est chiant quoi. Puis t'es là, t'es tout seul dans l'open space à crier facture, c'est ridicule un peu. Donc il faut entraîner le truc pour que
les gens ils décrochent pas au bout de la première utilisation. Donc si on parle rapidement des risques, quels sont les risques? Bon c'est que ce soit trop long, c'est que ça coûte trop cher pour ce que ça rapporte. Il y a des risques de sécurité, de confidentialité, que c'est souvent des fournisseurs de chatbots dans le cloud qu'on utilise. Donc on fait des interfaces avec le système d'information pour rien que pour avoir des comptes utilisateurs. On va faire des interfaces avec l'AD par exemple. On va faire des interfaces avec les systèmes de messagerie. Les systèmes de messagerie c'est quoi? Ça peut être Skype, on fait des trucs avec Outlook. On peut aussi lier ça avec un système de ticketing. Donc il y a toujours beaucoup d'interfaçage entre les chatbots qui sont sur le cloud et le SI. Donc ça pose des questions de RGPD, etc. Après il y a aussi un sujet de maîtrise. Voilà, quand on est sur des intelligences artificielles, voilà, il y a toujours un sujet philosophique de est-ce qu'on reste toujours maître du robot qu'on a créé, quoi. Parce qu'on donne quand même beaucoup d'informations sur nous. Donc il y a quand même des opportunités. Donc les opportunités, quand ça marche bien, c'est que bon, c'est quand même il y a de l'affect. C'est un peu ridicule, mais voilà, on a l'impression de parler à quelqu'un quand ça marche bien. La différenciation par rapport aux concurrents, oui, parce que voilà, si on le fait suffisamment tôt, etc. Si chez nous les gens ils ont la réponse tout de suite et que de l'autre côté ils doivent attendre 10 minutes, c'est quand même mieux. Donc ça c'est en lien avec l'amélioration de l'expérience client. Ensuite sur les requêtes à faible valeur ajoutée, eh bien, déjà on décharge les salariés de ce travail. Et deuxième sujet, on économise des ETP tout simplement. Ensuite on peut améliorer sa précision dans le sens faire de l'upsell, ça veut dire soit il y a une personne qui est venue acheter et on lui vend plus que ce qu'elle voulait. C'est-à-dire une personne qui est venue acheter 2 produits et puis à mesure qu'on la questionne, finalement la personne elle prend 4 ou 5 produits. Donc ça c'est de l'upsell. Et ça peut être aussi la personne elle est venue acheter un produit à 100 € et on lui a vendu un problème à 250 €. Donc en fait on a vendu la même quantité mais on a vendu un produit qui est plus cher. Donc c'est ça, faire de l'upsell, et en fait ce genre d'outil ça peut aider une marque, aider un service marketing à faire plus d'upsell, parce que quand on paramètre bien on est forcément en contact avec plus d'utilisateurs et donc on n'est pas obligé d'avoir un vendeur à chaque fois pour faire ça. Donc quand on a notre cérémonial de vente et qu'on le paramètre dans un chatbot, on peut faire de l'upsell. Alors ensuite on arrive sur la diversité des chatbots, parce qu'on a dit que il y avait plus diversité ou alors cas d'utilisation. Okay, donc quand on est plus on va dire sur des cas d'utilisation, quels sont-ils? On commence. Premier cas d'utilisation, la santé. La santé, donc là vous voyez que c'est un chatbot qui essaie de faire un diagnostic médical de Sarah. En gros, il commence par lui demander vous avez l'air d'avoir un prénom de fille, est-ce que vous êtes bien une fille ou est-ce que vous êtes bien une femme? Deuxième point, qu'est-ce que vous avez? J'ai un mal de tête. Un mal de tête, donc le chatbot il se dit, pour diagnostiquer ce qui va pas dans ce mal de tête, j'ai besoin d'un certain nombre d'informations, à commencer par l'âge de la personne. Donc hop, il demande Sarah, quel est votre âge? Donc là, femme, quel est votre âge, etc. Ça continue. Donc la personne elle est peut-être dans le métro en train de se déplacer, en train de faire ce qu'elle veut, et puis en même temps elle est en train de faire son diagnostic médical, ou alors elle est juste chez elle en train de souffrir.
mais voilà, il n'y a pas de déplacement. D'accord. Donc voilà, premier cas, donc diagnostic médical, donc le truc ça s'appelle URND. Deuxième cas d'utilisation, la finance. Donc là pour le coup, on est sur du support de processus métier toujours, mais quand même on est sur du support très haut de gamme quoi, hein. On est sur conseiller, répondre à des questions d'ordre financier, voilà, sur ses finances, sur ses comptes, etc. Donc c'est plus qu'envoyer quelqu'un en formation. Ensuite le chatbot Mastercard il est un peu plus on va dire un peu plus perfectionné, parce que lui il permet d'envoyer carrément des offres. Donc j'ai pas été regarder dans le détail pour regarder est-ce que c'était des offres de crédit ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Il peut vous donc surveiller vos dépenses. Donc ça, on est limite dans du processus métier. Et là, d'envoyer des offres, on y est clairement, parce que voilà, quand on vous envoie une offre de crédit et que vous l'acceptez, bah, ça fait tout de suite rentrer de l'argent. Donc c'est le chatbot conseiller financier junior, quoi. Voilà. Ensuite, il y a 4 exemples, je crois. Le troisième, c'est donc en chat avec un journal pour avoir des informations. Par exemple, dans le cadre d'élections, ici, c'est pour avoir le programme des candidats. Donc, il y a 40 millions de personnes et 40 millions d'électeurs en France. Donc, ça fait quand même un certain volume. Il y a dans une élection présidentielle 40 millions de personnes qui posent la question: quel est le programme de telle ou telle personne? Donc ça fait tout de suite un gros volume, et là clairement on permet de guider un peu plus les personnes. Là on vous dit quel programme, qu'est-ce que vous voulez, veut voir le programme, et puis là il suffit de cliquer. Donc si vous cliquez sur Nathalie Erthaud, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de voilà, c'est très guidé quoi comme chatbot ici, donc il n'y a pas de chance de se tromper. Ok. Donc voilà pour donc la partie news. Donc ça ressemble beaucoup au truc aussi qui collectait les feedbacks pour le débat national. Tu veux t'asseoir ou là, comme tu veux. Alors, il y a un dernier exemple. Il y en a peut-être qui l'ont vu là. Vous avez déjà utilisé ce truc-là? Moi, je pense que je l'avais utilisé il y a 1 an, je crois. Ask Mona, c'est très connu comme chatbot. Et il y a même de la pub pour ça. Donc c'est un conseiller touristique. Il vous dit voilà, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est la plage, la boîte de nuit, les musées et puis les restos. Et en fait, il vous fait des recommandations personnalisées par rapport à vos besoins. Donc voilà, vous avez des idées de sorties culturelles, de sorties autres, en fonction de nos goûts, etc. Donc ça, c'est quand c'était sorti, ça avait fait pas mal de bruit, je me rappelle. Alors, on va regarder maintenant comment, quand on a envie d'implémenter ça en entreprise, quelles possibilités nous avons. Donc là, on a quelques fournisseurs connus, il y en a plein d'autres. Il y en a plein maintenant, il y en a une palanquée, on a vu, c'est un marché de centaines de milliards. Donc sur on va dire le stream intégration, on en a qui s'intègrent uniquement dans des applications connues de messagerie, par exemple Telegram, Messenger, et d'autres qui peuvent s'intégrer à d'autres systèmes de messagerie, peut-être TalkSpirit, qui sait, peut-être, j'en sais rien, Skype, WhatsApp, voilà.
Mais il y en a énormément, c'est vrai, sur Facebook, sur Messenger. Le deuxième sujet, la modularité, c'est-à-dire à quel point on peut bidouiller le truc. D'accord? Donc il y en a où c'est voilà, on peut faire quelques petits paramétrages et d'autres où on peut carrément intégrer une IA dedans, donc des algorithmes d'intelligence artificielle, ou il y en a qu'on peut carrément intégrer du code dessus. Voilà. Ensuite, le prix. C'est souvent sur devis, hein, donc quand on est sur un nombre restreint d'utilisateurs et des fois c'est aussi selon le nombre de questions, c'est pas très cher, mais voilà, quand on commence à faire des devis, c'est assez cher. Clairement, c'est cher les chatbots. Et donc, comme c'est cher les chatbots, la BNP a fabriqué en fait une plateforme de chatbot en self-service. Donc c'est-à-dire que tous les services, toutes les filiales peuvent aller sur cette plateforme, faire un nouveau chatbot, paramétrer le truc avec une interface qui est plutôt simple. Bon, en 2 mois là c'est un peu ambitieux, mais pour quelqu'un qui connaît un peu l'informatique, qui développe un peu, il y a plusieurs filiales qui utilisent ce chatbot interne. Donc l'intérêt de ce chatbot, c'est qu'il est interne, qu'il coûte moins cher qu'un chatbot sur le cloud qui peut vite chiffrer. Si on est sur beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de questions, on n'a plus du tout le problème de confidentialité des données, de sécurité, puisqu'on héberge les données en interne, et elles sont déjà en interne, nos données. Et pour finir, les problèmes d'intégration OSI sont beaucoup plus simples. Donc souvent les applications, elles sont toutes dans une même DMZ, donc dans une même zone firewall. Il n'y a même pas de flux à ouvrir. Alors que dans le cas du cloud, non seulement il y a des flux à ouvrir parce que c'est pas les mêmes zones firewall, mais en plus on fait communiquer plusieurs data centers, au moins 2 data centers, et en plus on envoie des données sur internet et donc il faut les crypter, etc. Donc c'est compliqué, c'est coûteux, voilà. Alors que là on enlève tous ces soucis. Donc donc ça c'est BNP, donc il y a la plateforme de self-service. Il y a aussi le marketing de chez BNP qui s'intéresse à un chatbot dans Skype qui va faire notamment du support RH. Premier point. Et deuxième point, donc c'est les questions fréquentes RH, hein, c'est-à-dire combien de jours de congé il me reste, à quel jour on est payé, enfin voilà, c'est tout le temps la même question. Et deuxième sujet, il y a un projet de flex office qui va se mettre en place pour les 12 000 salariés voilà, d'une filiale, et on va demander, d'ailleurs ça te concerne toi ? Donc si ça marche, les gens quand ils seront en flex office, ils auront un chatbot dans Skype pour poser des questions par rapport au flex office. Voilà. Voilà. Quand est-ce que j'ai un casque, enfin, j'en sais rien, est-ce que j'aurai un téléphone, enfin peu importe. Donc si on a le temps, je vous montrerai la presse avec les chiffres. Autre exemple chez EDF, le mailbot chez EDF. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la compta d'EDF? En gros, les contrôleurs de gestion, ils recevaient énormément de mails par rapport à quand est-ce que je suis payé, j'en sais rien, pourquoi ma facture a été rejetée, quand est-ce que vous envoyez le bon de commande. Enfin, c'est le cauchemar de toutes les entreprises. C'est aussi le cauchemar d'Exteam. Parce que tous nos grands clients payent très tard et il y a des processus voilà, parfois incroyables pour se faire payer, quoi. Et des fois vous êtes vous-même relancé par les commerciaux, par ici l'admin,
pour un peu faire accélérer les choses. Donc chez EDF, ils sont relancés de partout, et donc ça fatigue les gens, hein, les comptables, les gens du contrôle de gestion. Ça leur crée une charge énorme. Ils sont relancés pour des choses qui ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire que voilà, quand toi tu es EDF, le fait de payer un fournisseur, voilà, c'est pas l'activité la plus critique, c'est pas l'activité avec la plus grosse valeur ajoutée qui existe. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc avec ces mails qui sont tout le temps les mêmes, qui sont chiants, qui sont saoulants, qui n'apportent pas de valeur ajoutée, et puis en plus ça stresse les gens parce que c'est souvent tout de suite, ça fait 3 mois que tu m'as pas payé, enfin bref, toujours des trucs comme ça. Donc on a mis en place un chatbot, et on a identifié que 60% du travail de cette équipe était un travail qui n'avait aucune valeur ajoutée, donc aucune ou au moins très faible, et qu'il fallait se concentrer sur d'autres types d'activités. Donc ils ont voulu mettre un mail bot, donc un bot dans le mail pour faire des réponses automatiques. D'accord? Donc quelles sont les phases? Donc le mail arrive, on fait une qualification, ensuite on propose, donc il y a un bouton dans le mail, on clique dessus pour proposer la réponse. Si la réponse elle convient, on l'envoie, sinon on enrichit un peu, et puis ça fait des dashboardings sur les mails qu'on a répondus, les erreurs, etc. Donc c'est un projet qui a été fait sur une très courte période, hein. C'est un projet récent. Ensuite, comment ça marche? Quand on parle de scénario de réponse, c'est ça. Quand on parle de cinématique de réponse, de scénario de réponse, de séquence de réponse, c'est ça les termes qu'on entend dans les chatbots, c'est ça. En gros, quel est donc schématiquement l'intelligence de notre mailbot? On reçoit un mail. S'il y a un numéro de commande dans le mail, c'est bon. S'il n'y a pas de numéro de commande, on envoie cette réponse automatique là qui dit il n'y a pas de numéro de commande, merci d'envoyer un mail avec le numéro de commande. Direct. C'est-à-dire le truc il n'est même pas traité quoi. Personne ne travaille dessus. Ensuite, s'il y a le numéro de commande, voilà. Pareil, numéro de facture. S'il n'y a pas de numéro de facture, modèle numéro 3. Ensuite, s'il y a telle pièce comptable, oui, sinon modèle de réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mailbot il peut lire la facture, d'accord? Si dans le mailbot il ouvre la pièce jointe, d'accord? Si dans l'entête de cette facture il y a ces chiffres là, tu vois, en fonction du chiffre, il y a plusieurs templates de réponse. Okay, donc avec ça, donc tous ces modèles de réponse partout là en fonction des cas, on couvre les 60% de. Ça t'intéresse toi un truc comme ça, hein, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, avec ça on couvre quand même 60%, plus de la moitié des mails qui arrivent. Ok, c'est toujours la même chose, hein. Pourquoi tu m'as pas payé, voilà, cette facture elle a tant de retard, moi j'ai bossé un peu contrôle de gestion, c'est toujours les mêmes questions de plein de fournisseurs différents. Ok, donc maintenant comment c'est dans Outlook. Donc on reçoit le mail, on clique sur le bouton, il y a déjà les trucs, la politesse, hein, il est déjà. Si ça convient, envoyer. Voilà, ça prend 2 clics, voilà, 3 secondes, tout simplement. Donc, il y a des fois des réponses qui sont réponses suggérées. Des fois, les réponses elles sont envoyées. Hein. Des fois, le mail il est déjà classé, archivé. Donc ça, c'est quand on suggère une réponse. Des fois, il y a plusieurs réponses qui sont suggérées.
Et des fois, la réponse, elle est pas bonne du tout. Hein. Le mailbot, il a fait n'importe quoi. Donc, on met KO réponse. Et là, ça va dans le reporting. Et les gens qui sont en back-office, ils corrigent pour la prochaine fois pour que ce soit bon la prochaine fois. Ok. Donc, quand on regarde les résultats de ce sujet, on voit que alors déjà 17% des mails partis, 45% réponses semi-automatiques, donc ça veut dire que il y a toute la politesse et tous les trucs qu'il faut compléter un petit peu de texte, et aide à la réponse 18% et pas de réponse proposée 20%. Donc il n'y a que 20% qui sont entièrement à la charge des admins. C'est quand même un énorme volume quoi, par rapport aux 250 mails par jour qu'on avait quoi. Ça veut dire qu'il y a peut-être 180 qui sont traités, ou même plus de 200 qui sont traités. Alors les coûts de ce projet, donc on nous les a donnés. Le projet a coûté 170 000 €. Donc il y a 40 000 € de coûts de run pour les licences, les serveurs, etc. Le gain, donc par rapport à tout le volume de tous les mails de tout le service, c'est à peu près 7 ETP. Donc 7 ETP, c'est énorme. C'est-à-dire que le projet, il est rentable la première année, quoi. Donc après, ça ne veut pas dire que les 7 ETP, on les a virés. Donc c'est pas parce qu'on économise 7 ETP qu'en argent, on économise 7 ETP. Parce que les gens, ils sont encore là, peut-être, ou ils sont réaffectés, etc. Donc après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui est disponible. D'accord ? Avec ce chatbot, on a un temps qui est disponible. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Soit on vire les gens, on récupère l'argent, soit on les place ailleurs, on leur donne d'autres activités, etc. Ok ? Des questions ? Donc sinon, on peut conclure sur ça, et puis je vous montrerai l'exemple de la BNP. Très simplement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On est sur un marché qui est en pleine expansion, et si on a envie que ça marche, il faut bien tester, ne pas négliger les tests, bien paramétrer. Il faut répondre à un réel besoin. S'il n'y a pas vraiment un gros volume, c'est comme les assistants virtuels, s'il n'y a pas derrière un gros volume, on va investir les 170K là, juste pour faire du paramétrage et de la technique, et derrière ça va pas rapporter. Ok. Alors je vais essayer de vous montrer les trucs de BNP, comme ça vous voyez aussi un autre modèle. Donc ça c'est Witivio. Donc ça c'est l'outil Witivio. Et on a ici les cas d'utilisation du chatbot Witivio. Donc par exemple, nous c'était pour un peu du support, nous c'était pour la RH aussi, BNP l'avait pris. Et puis il y a d'autres cas d'utilisation. Alors ensuite, le chatbot il discute avec, c'était un chatbot sur le cloud, donc il est connecté à Exchange, et c'est un chatbot comme c'est des outils Microsoft, on peut parler avec lui soit sur Skype, soit sur Teams. Donc Teams c'est le nouveau Skype, enfin c'est un truc qui devrait remplacer Skype. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça c'est le genre de reporting que ça fait. C'est comme je vous ai montré pour le mailbot, les trucs qu'on a répondu, etc. Ensuite, il y a un process d'escalade, c'est-à-dire si on ne répond pas à la question, il y a un processus d'escalade qui peut être mis en place, qui permet à l'utilisateur par exemple d'envoyer un mail ou de parler à quelqu'un. Alors ensuite, donc ça c'est tout le cheminement de la discussion et des flux. Ce que je voulais vous montrer c'était, alors ça c'est pas ça. Ce que je voulais vous montrer c'était
Voilà, le projet. Donc globalement, on est sur les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc eux, ils vont venir faire activer le chatbot, etc., faire des ateliers fonctionnels avec le client. La deuxième phase, c'est entraîner le chatbot, comme on a vu précédemment. Ensuite, si on passe, on va dire, donc ça c'est la partie découverte. Donc niveau intermédiaire, c'est qu'on commence déjà à utiliser. Donc on est sur, on va déployer en général, on ne déploie pas à tout le monde tout de suite parce que sinon ça fait trop d'échecs, etc. En fait, il faut vraiment entraîner le chatbot avant de le déployer. Donc ça, c'est vraiment le retour d'expérience qu'il y a. Parce que quand on ouvre aux utilisateurs et que les gens ils ont une expérience déceptive au tout début et après ils arrêtent complètement. Et ça c'est dommage. Et donc en fin de projet, au bout du 4e mois, on déploie une population plus large, on active le chatbot, etc. Et puis on est toujours sur l'amélioration continue du chatbot. Est-ce qu'on a les prix? Voilà, on a les prix. Donc les prix ici, c'est différent, c'est un modèle qui est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était par nombre d'utilisateurs. Là c'est par nombre de questions, c'est-à-dire si votre chatbot il est à moins de 100 questions, quel que soit le nombre d'utilisateurs, vous payez 12 000. Et en fait plus vous rajoutez de questions, plus c'est un modèle ils font ça exprès parce que en fait, la question, elle sera, ça crée de la complexité parce que tu dis, j'en sais rien, par exemple, j'ai besoin d'un ordinateur. C'est la même question que j'aurais besoin d'un ordinateur. Puis-je avoir un ordinateur, s'il vous plaît? En fait, ça crée de la complexité de rajouter un besoin. Donc voilà, et en général c'est plus des devis, en fait c'est plus des devis à la demande. Donc voilà pour la partie, donc ça c'est le projet, ça c'est l'hébergement. Donc en général, donc ce qu'il nous avait expliqué c'est que il y avait, c'était possible d'héberger la solution dans un SaaS mutualisé, ça veut dire par exemple chez Azure, mais BNP serait hébergé à côté de Société Générale, enfin tu vois, sur la même infrastructure virtualisée. Donc sinon ils peuvent aussi mettre une instance dédiée, donc c'est-à-dire une machine dédiée et qui n'est pas mutualisée. Ou sinon en hébergement, si le client il est directement sur le cloud Azure, et ben il peut utiliser ça. Donc en général les clients ils prennent l'hébergement en SaaS mutualisé parce que bon, de toute façon on n'envoie pas on est sur des process support, on n'envoie pas des choses critiques. Je pense que c'est tout ce que je voulais montrer. Il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer. Donc ça c'est le prix de l'hébergement. C'est le prix de l'hébergement cloud. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer. Ça c'est le support. Donc on a le prix du projet, de l'hébergement cloud et du support. Et ensuite, je vais vous montrer cette présentation où là en fait on a les questions. Donc ça c'est les reporting qu'on a, et là c'est la base de connaissances. Voilà, là c'est la base de connaissances. Donc quand on est sur le bot RH par exemple, l'administrateur il fait une nouvelle question, ajouter une nouvelle question, donc déjà ça compte pour la facturation, et ensuite le moteur tout seul il nous propose toutes ces possibilités. Donc la question c'est poser des congés, et le moteur il ajoute ça tout seul, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour poser des congés, comment je pourrais poser des congés, etc. Donc
Donc on coche tout. Donc ça compte pour une question, hein, pas pour voilà, parce que c'est un thème. Et donc l'utilisateur, du coup, s'il tape « dis-moi comment poser des congés », eh bien il aura la même réponse que cette réponse-là. Okay. Donc voilà, ça fait partie un peu de ce qui est fourni avec votre chatbot. Je pense que c'est tout. Après c'est plus d'autres choses pour la config. Donc là c'est l'image en fait du chatbot dans Skype. L'utilisateur il dit donc en fait il va taper Marie dans Skype, puis il dit comment changer mon mot de passe. Donc si le chatbot ne sait pas, il dit est-ce que vous voulez que j'appelle le support. C'est le fameux process d'escalade dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je pense que on peut récupérer des feedbacks. Voilà. Et voilà, c'est tout. Après, c'est de la technique. Voilà, messieurs. Merci. Terminé. Merci. Des questions? Des questions, des réponses? Ce serait plus de savoir en fait oui. Savoir exactement comment ça interprète justement le message, enfin, le langage naturel. Comment ça interprète le langage naturel? Par exemple, tu as donné des exemples de phrases en fait qui voulaient dire la même chose mais formulées différemment. Oui. Sauf qu'en fait derrière, là en gros c'était paramétré. Et en gros il y a une liste de messages qu'il comprend déjà. Mais est-ce que de base il y a des techniques par exemple pour pouvoir faire une analyse syntaxique et pour justement savoir que par exemple quand je dis je veux manger, c'est la même chose, tu vois. Pour dire comme quoi les deux sont similaires et qu'ils arrivent à quand même à... Ça c'est... alors, quand on est dans des chatbots simples comme ça d'entreprise, c'est... tu mets ta question et si elle est dans la base de données, on te répond, sinon c'est une erreur. Après, quand tu es dans des trucs où il y a de l'intelligence artificielle, etc., et en fait, tu as aussi le moteur de langage naturel qui sert à ça. C'est-à-dire, il essaye de lire, il lit ta phrase et à partir des mots, il essaye de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que le contexte est important. J'en sais rien. Par exemple. Généralement, en fait, c'est de la logique mathématique à travers des grammaires. En fait. Ils définissent un grammaire et à chaque fois que le mot ou le truc s'approche de ce grammaire, leur système réagit pour te donner une réponse. En fait, je ne l'ai pas détaillé ici, je comprends ta question, je l'ai pas ici. Hein. On est sur, voilà, on a donné une idée un peu globale du sujet, c'est l'objectif des meet-up. Après, je pense qu'en fait, il faut que tu développes, il est où le truc? Il faut que tu regardes un peu plus en détail ça, si tu veux savoir... les trucs, il faut que tu regardes qu'est-ce qu'il y a dans les couches, comment ça marche, moi je sais pas, mais tu dois avoir des trucs qui te disent oui, en fait on va lire la phrase et puis on va regarder les mots en fait, et par rapport au contexte. Les phrases, ils essayent de décortiquer, trouver où est le verbe et après essayer le texte. J'ai vu ça sur des messages qu'on a sur Facebook, de commentaires, pour essayer de savoir si sur un sujet ou sur un produit, il y a plus de gens qui approuvent ou désapprouvent. Ah ok. Il y a de l'analyse de phrases derrière. Donc. En fait, il y a aussi les je pense. Déjà prêts pour qu'on peut utiliser directement. Il y a par exemple un framework de Stanford NLP. Par exemple, moi j'ai pu le tester, il peut analyser directement le tweet par exemple et on voit un score. Un score si c'est positif ou si c'est négatif. De mon côté, je n'ai rien implémenté, donc je vais appeler directement un framework et il fait le reste. Donc, je suppose que ça utilise même... Il faut que tu regardes ça, comment ça marche, et puis tu peux faire un meet-up là-dessus d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est pas mal de décortiquer ça. Ok, bon bah merci messieurs, c'était sympa.
C'est tout, Mamadou. Lui, il dort, hein. Hein? Lui, il dort. C'est tout top. Merci.